pour démarrer, juste un point qui est qu'est-ce qu'on veut dire par localisation. Je vais vous donner une définition très simple et beaucoup trop simple pour démarrer. Donc, on y reviendra parce qu'elle est effectivement trop simple et qu'elle pose beaucoup d'ambiguïté. Mais localisation, c'est volonté de penser et de porter les actions d'urgence et de développement à partir des acteurs au plus près du terrain. Donc, de passer par les acteurs au plus près du terrain pour penser et porter les actions de l'urgence et développement. Donc, c'est très large comme définition, et on va y revenir, parce qu'on verra qu'en fait, derrière cette première définition, il y a beaucoup de façons d'aborder les choses, et que c'est là que le débat commence. Et puis, pour démarrer aussi, vous dire que c'est un sujet qui est beaucoup abordé en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites, et il y a beaucoup de conférences qui sont données sur la localisation. Donc, je vous ai mis un petit florilège de choses qui ont été écrites ces dernières années sur ce sujet-là. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, elle est abordée de manière assez différente en fonction de où c'est écrit et comment c'est écrit. Donc, on y reviendra aussi. En fait, le terme est assez récent, mais le débat est beaucoup plus ancien. Le terme, si on remonte, je vous ai fait un très rapide historique, il a moins de 10 ans dans les débats. Il est plutôt sorti des esprits de bureaux d'études anglo-saxons, notamment ODI, etc., pour qualifier cette question de comment repartir davantage des acteurs locaux pour porter l'aide et les dynamiques de solidarité internationale. Mais en fait, la date importante qui jalonne le débat sur la localisation, c'est 2016 et le sommet humanitaire mondial. Le terme est au centre de la discussion avec un objectif chiffré qui est d'atteindre d'ici 2020 la cible de 25% des financements humanitaires allant aussi directement que possible aux acteurs locaux et nationaux, avec des États, des ONG, des mouvements qui s'engagent sur ce chiffre. Donc, c'est un engagement qui est non contraignant, mais il y a un engagement vers la localisation. C'est comme si l'engagement avait eu lieu avant que les gens s'interrogent sur ce qu'on mettait derrière la localisation. Et donc, ça a accéléré le débat. Et donc, depuis, il y a beaucoup de choses qui sont écrites et pensées pour essayer de voir comment est-ce qu'on va avancer sur ce sujet-là. Et ce qui est intéressant, donc c'est un débat récent, c'est un débat qui est beaucoup, beaucoup abordé, et c'est un débat qui est accéléré par toute une série de facteurs ou de dynamiques qui ont des origines différentes, mais qui convergent un peu vers cette localisation. D'abord, le fait que de plus en plus d'acteurs de la société civile des pays partenaires revendiquent l'accès direct aux fonds internationaux, et donc revendiquent le terme de localisation. Et donc, il y a des pays, notamment les pays dans lesquels la société civile est organisée et solide et a eu accès à ce débat, où le terme revient de plus en plus. On a eu des exemples dans notre étude au Bangladesh, au Liban, etc. C'est un terme qui est connu, il y a des conférences qui sont menées sur ce terme-là, et donc la société civile du pays en fait un cheval de bataille. Donc il y a une pression de la part des acteurs de la société civile des pays partenaires. Il y a une décentralisation ou une volonté de décentralisation d'une partie des fonds des bailleurs. Alors, selon les bailleurs, on n'est pas du tout dans la même dynamique de décentralisation, mais globalement, il y a une réflexion de plus en plus forte sur les enveloppes que les bureaux nationaux des bailleurs nationaux bilatéraux ou multilatéraux peuvent avoir pour financer la société civile locale. Donc, il y a cette décentralisation. En même temps, il y a une révolution numérique qui construit une culture de désintermédiation, une culture dans laquelle on cherche à accéder au plus rapide aux bénéficiaires, aux communautés visées. Donc, il y a cette idée que dans la révolution numérique, il y a cette culture d'enlever les intermédiaires et d'enlever toutes les étapes qui seraient inutiles dans un acte de solidarité. Et donc, une culture très ambiguë, mais qui joue aussi dans le débat sur la localisation. Et puis, il y a des nouveaux acteurs qui arrivent dans le financement du développement, notamment des acteurs privés qui sont aussi dans cette culture de l'accès direct et qui donc revendiquent aussi ce terme-là. Donc, vous avez tous ces facteurs-là. Et puis, vous avez là-dessus la crise de la Covid-19 qui a joué un rôle aussi, un rôle qui n'est pas encore évident à déterminer, mais qui en tout cas a mis à distance toute une série d'ONG internationales de leur terrain, avec le retrait d'une partie du personnel local, avec des outils d'accompagnement à distance, etc. Et donc, qui forcément a mis plus en première ligne toute une série d'acteurs locaux. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas sur une crise humanitaire du jour au lendemain. On est dans une crise progressive. Et donc, dans une crise progressive, on a le temps
de réorganiser les rôles, de repositionner les acteurs. Et c'est ce qui se passe sur la Covid. Et donc, au fur et à mesure que les mois passent, on voit que la dynamique de repositionnement, la prise de leadership est en train de se faire et que les acteurs locaux jouent un rôle sur certains fronts qui est nouveau pour eux. On y reviendra, je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Avant de revenir sur la crise Covid, sur la localisation, je voulais vous dire un mot sur... je ne peux plus passer les slides. Ah, voilà. Je voulais vous dire un mot de 4 questions. Je vais essayer d'être très, très basique pour poser le débat sur la localisation. D'abord, il y a une question simple qu'on oublie parfois, c'est quelles raisons les uns et les autres ont de poser ce débat, de vouloir avancer vers plus de localisation de l'aide. Donc on va voir qu'en fait, tous n'ont pas les mêmes raisons. Ensuite, ça veut dire quoi localiser? Qu'est-ce qu'on localise? Donc on va aussi se poser cette question. Quel vécu de la localisation? Donc je reviendrai sur notre étude pour voir finalement quels sont les ressentis de la localisation ici et là-bas, et puis quelles pistes pour se repositionner, quelles pistes pour aborder la localisation d'une manière intéressante. Je vous donnerai aussi quelques éléments, et on reviendra à ce moment-là sur la Covid. Quelles raisons? En fait, ce qu'on a essayé de mettre en avant dans notre étude, c'est qu'il y a 2 écoles de pensée ou 2 visions de la localisation qui sont assez différentes et qui sont parfois mélangées, alors qu'on ne parle pas exactement de la même chose. La première, c'est de dire qu'on veut localiser parce qu'on pense que le système de l'aide internationale est trop concentré, il est trop oligopolistique, il est détenu par quelques acteurs, ONG internationales, agences des Nations Unies, etc. Et que ces acteurs-là définissent le format des projets, définissent les besoins, définissent la manière d'intervenir, définissent la façon de faire du reporting. Et donc, ça peut aboutir à une forme de tyrannie de l'aide. Et donc, il y a un défi qui est notamment évoqué sous ce terme par Micheletti, qui est l'ancien président de Médecins du Monde, qui est de désoccidentalisation de l'aide, de diversifier les modèles d'intervention. Et pour diversifier les modèles d'intervention, il faut diversifier les acteurs qui ont les moyens de porter les projets. C'est pour ça qu'on dit localisation, c'est un moyen de renverser les rapports de pouvoir. Et donc là, on est plutôt sur un projet politique, sur une vision, sur un projet idéologique, de dire l'aide est déséquilibrée, l'aide est trop occidentale, l'aide est trop dans les mains de quelques organisations, donc il faut un projet politique de refondation de l'aide, si vous voulez. Et donc ça, c'est une façon d'aborder la localisation politique. Et puis, il y a une deuxième façon d'aborder la localisation, qu'on entend aussi beaucoup dans les débats, qui est de dire il y a de plus en plus d'organisations locales qui ont les moyens de porter les projets. Et en fait, les ONG internationales ou les acteurs de la solidarité internationale peuvent être des intermédiaires inutiles. Il faut qu'on cherche à avoir un ratio coût-efficacité le plus optimal possible. Et pour ça, il faut éliminer un acteur. Donc, on a une approche là, de la localisation qui est une approche d'efficacité, une approche économique de la localisation, en disant on devrait s'appuyer sur des organisations dans les pays partenaires qui sont solides et on devrait essayer de contourner des organisations internationales qui ont tendance à, entre guillemets, faire du gras sur le secteur du développement, à avoir des coûts de transaction trop élevés. Donc là, vous voyez, c'est une vision qui est assez proche de ce qu'on appelle le New Public Management. C'est une vision de gestion économique et de gestion de l'efficacité de l'aide, et qui est portée en partie par des acteurs, des organisations dans les pays partenaires qui disent, regardez, on a toutes les capacités de porter les projets, même les capacités financières, donc pourquoi chercher encore à avoir des intermédiaires internationaux? En fait, c'est intéressant parce que vous voyez, selon la manière dont vous abordez la localisation, vous n'arrivez pas du tout au même projet de localisation. Quand vous avez un projet politique de renforcement, de renversement des relations de pouvoir, ou quand vous avez une vision très économique de diminution du coût, efficacité, etc., vous n'arrivez pas à la même chose. Ça ne veut pas dire que les deux ne sont pas légitimes et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mêler les deux dans notre réflexion, mais c'est quand même des origines de réflexion différentes. Et puis, toujours sur la réflexion, sur le débat, c'est intéressant de voir aussi que quand vous dites localisation, c'est imparable, c'est-à-dire politiquement imparable. Personne ne vous dira il ne faut pas localiser. Et donc, si vous regardez d'ailleurs, et les ONG et les bailleurs
et les acteurs de la solidarité internationale en général s'accordent sur le fait qu'il faut localiser. Il y a peu de gens qui, en théorie, vous diraient non, 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 c'est surtout restons dans le statu quo, pas de localisation sous aucune forme. Donc, c'est politiquement imparable. Et donc, par contre, ce qu'on voit, c'est tout un argumentaire sur les limites de la localisation, qui sont portées notamment par les ONG internationales, et qui sont des limites tout à fait entendables et importantes à avoir en tête. Parmi les limites, il y a d'abord l'idée que quand on dit localisation, on oppose un peu des acteurs internationaux et puis des acteurs locaux. On dit il y a les acteurs français et puis les acteurs locaux avec qui ils travaillent, et donc il faut soutenir davantage ou accéder davantage aux acteurs locaux, alors même qu'on est dans un moment d'évolution du secteur où on travaille de plus en plus sous des formes de réseaux, avec des gouvernances d'organisations qui sont multi-pays, avec des équipes, des staffs qui sont de multinationalité, etc. Donc, cette vision un peu binaire, elle est un peu dangereuse aussi. Et ça, les ONG le mettent en avant. Et puis, elles mettent en avant quelque chose qui, pour moi, est plus profond, qui est de dire, si on va au bout de la logique de localisation, c'est chacun chez soi. Donc, nous, on s'occupe des problèmes en France, et puis les partenaires s'occupent des problèmes dans leur pays. Éventuellement, on se parle un petit peu, mais il n'y a plus de logique de solidarité, de collaboration de société civile à société civile, au nom de les personnes, les organisations les plus légitimes pour agir sont celles qui sont dans le pays. Si on va au bout de cette logique, on peut arriver à une cassure dans la collaboration de société civile à société civile, et on peut se priver de la richesse des expériences internationales. On peut se priver de la richesse d'un acteur international qui a une position de neutralité, qui a un regard, qui peut mettre en perspective ce qui se passe dans le pays, etc. Donc on peut se priver de pas mal de choses, et ça peut être dangereux aussi en termes de capacité à se construire une voie de la société civile transnationale. Donc ça, c'est beaucoup mis en avant. Ça, c'est plutôt des choses qui sont liées à cette vision politique qu'on avait. Et puis, il y a d'autres limites qui sont mises en avant, qui sont plus pragmatiques, qui sont de dire le débat sur la localisation, il est posé à un moment où les exigences des bailleurs sont de plus en plus fortes en termes de reporting, en termes de gestion financière, sur des projets qui sont souvent de plus en plus amples, importants, avec des enveloppes et des formats de projets de plus en plus importants. Et donc, tout simplement, il y a peu d'acteurs locaux qui vont avoir les épaules de répondre à ces exigences et à ces formats de projet. Et donc, les ONG françaises se posent aussi un peu en filtre et en garant, en disant, en fait, nous, on connaît les acteurs, on est capable de les accompagner dans le reporting et d'être un intermédiaire pour leur fiabilité et pour leur renforcement, etc. Et donc là, il y a une position un peu ambivalente qui est de dire, de toute façon, aux bailleurs, de toute façon, vous avez besoin de nous pour l'instant parce que les partenaires locaux avec lesquels vous pourriez travailler en direct n'ont pas les épaules par rapport aux exigences et au format des projets que vous avez en tête. Ambigu comme argumentaire, mais très important dans le débat sur la localisation. Alors, donc, vous voyez, j'ai essayé de vous montrer que le débat était posé de différentes manières et qu'il y avait toute une série de limites qui étaient posées autour du débat. Alors, et en fait, j'ai toujours pas répondu à la question, mais localiser quoi? Quand on dit localisation, on parle de quoi finalement? Et là, ce que je voulais vous mettre en avant, c'était, en fait, si vous voulez, on dit porter et penser les actions d'urgence et de développement à partir des acteurs au plus près du terrain. La réalité, c'est que dans la plupart des débats, au départ, on parle simplement de la direction des financements. C'est-à-dire, est-ce qu'on va financer directement les acteurs locaux au lieu de financer des acteurs internationaux qui vont reverser une partie de l'argent aux acteurs locaux? Donc, la première réflexion, elle est financière. Et dès qu'on ouvre vraiment le débat, on se rend compte qu'en fait, si on pense uniquement financier, le débat est dans une impasse. Et donc, il y a beaucoup d'acteurs qui ont cherché à travailler sur qu'est-ce qu'on cherche à localiser, quelles sont les dimensions de la localisation. Il y a des think tanks, il y a des ONG, etc., qui ont travaillé là-dessus. Et donc, dans notre étude, on a essayé de travailler aussi sur une grille de ce que serait, comment est-ce qu'on peut penser la localisation en 3 dimensions. Et c'est de dire, en fait, la question que vous vous posez quand vous cherchez à savoir si les projets dans lesquels vous travaillez sont localisés, il y a une entrée par le projet, qui est de dire, est-ce que les financements du projet sont localisés? Ils sont directement la question de qui reçoit les fonds. Est-ce que la décision est localisée? Qui décide? Qui décide stratégiquement et opérationnellement des activités à mener?
qui porte les activités, localisation des activités. Donc ça, c'est une entrée par le projet, mais ça ne suffit pas, en fait, à réfléchir à la localisation. Il faut aussi réfléchir par les acteurs, c'est-à-dire, une fois qu'on a dit que le projet, on a défini qui décidait, qui recevait l'argent, qui portait les activités, il faut savoir qui a les capacités de porter le projet. Est-ce que les acteurs locaux partenaires ont les capacités de porter le projet et d'être un interlocuteur pour ce projet? Qui a la visibilité sur ce projet? Qui est reconnu à la fois par les acteurs locaux et par les acteurs internationaux sur ce projet? Et on se rendait compte que ça ne suffisait pas non plus. Ce n'est pas parce qu'on a défini un projet localisé porté par les acteurs locaux qu'on a été au bout de la logique de localisation, tant qu'on n'a pas réfléchi à qui définit la demande. D'où vient la demande? Comment est-ce qu'elle a été exprimée? Et est-ce que la demande elle-même est localisée? Et en fait, c'est intéressant parce que le débat sur la localisation, il est surtout dans une entrée projet. Parfois, il est aussi dans une entrée acteur et il n'est pas beaucoup dans une entrée demande. Et en fait, on sait que ça pose la question complètement autrement parce que ce n'est pas simplement de savoir qui agit. Est-ce que l'organisation qui agit est locale? C'est de savoir qui demande. Qui demande à agir? Donc, en fait, si vous voulez, ce qu'on a essayé de montrer, c'est que ces trois pieds-là, avec les questions qui vont avec, permettaient de passer un peu au décryptage toute une série de projets pour voir où est-ce qu'ils en étaient dans la localisation. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Et donc, on a essayé de travailler sur quel vécu de la localisation on pouvait avoir dans différents projets. Donc, avec l'étude, on est parti voir différents projets. Et alors là, je vois que l'heure tourne, donc je vais aller très vite. Il y a un écart qui est intéressant à observer entre le ressenti des ONG internationales et le ressenti de leurs partenaires sur les mêmes projets. C'est-à-dire que souvent, les ONG disent on a fait des grands pas vers la localisation et on est dans un rapport très partenarial et très équilibré. Et sur les mêmes projets, je caricature parce que j'ai 1 minute pour le dire, mais sur les mêmes projets, on a souvent un sentiment de la part des partenaires d'être encore en deuxième ligne, de dire certes, il y a des espaces de gouvernance partagés, certes, on est à certains moments de la décision et certes, on est en première ligne pour porter les activités, mais pour autant, on reste en deuxième ligne stratégiquement dans le projet. Et d'ailleurs, on ne reçoit pas directement les fonds, on est peu visible des bailleurs, etc. Et donc, il y a un décalage qui est très, très clair dans les enquêtes qu'on a pu mener entre le ressenti de localisation des ONG internationales et de leurs partenaires. Et le décalage, j'ai essayé de mettre des couleurs là pour vous montrer qu'il ne concerne pas toutes les dimensions. Les activités, elles sont la plupart du temps localisées. Ce sont les partenaires qui portent les activités. La décision, elle est en partie localisée avec parfois un accès difficile des partenaires locaux à la décision stratégique. Les financements, ils le sont très peu. Ils restent extrêmement peu localisés. La visibilité aussi, elle reste assez peu localisée pour les acteurs. Je ne rentre pas dans les détails, mais vous voyez, ce qui est intéressant de voir, c'est le décalage et le fait que les dimensions de localisation ne sont pas toutes au même niveau aujourd'hui. Et donc, quelle piste? Pareil, je vais essayer d'être très rapide, mais c'est sûr qu'on a très peu de recul, mais qu'on voit que la crise du Covid a été quand même un accélérateur. D'abord, il y avait des choses qui étaient gravées dans le marbre en termes de procédures et de cadres de financement du côté des bailleurs et qui ont été modifiées assez vite. On l'a vu, nous, avec l'AFD, parce qu'on a beaucoup travaillé avec eux à ce moment-là, mais on le voit aussi sur d'autres bailleurs. Les procédures ont changé, les flux de fonds ont changé en partie, et du côté des acteurs locaux, ils se sont retrouvés davantage en première ligne sur certains éléments de crise. Je vous conseille une étude de la Croix-Rouge et de Humanitarian Advisory Group qui travaille sur les îles du Pacifique et qui regarde comment, au moment du retrait des équipes internationales, on a eu le cyclone Harold, et qu'est-ce qui s'est passé avec les acteurs locaux, et qui montre qu'il y a eu une dynamique complètement différente. Les acteurs locaux ont pris l'initiative beaucoup plus, les réunions étaient différentes, et ils ont pu être en première ligne beaucoup plus qu'ils l'étaient avant. Donc, ça change la relation, la place de ces acteurs au niveau local. Est-ce que ça change le système? Et là, c'est intéressant de voir que sur cette même étude, ils disent les organisations locales ont déclaré recevoir davantage de fonds, mais les fonds passent encore par les mécanismes internationaux. Et en fait, c'est pour dire que le système de financement en cascade et la manière de construire les relations partenariales bougent encore assez peu. Sur le terrain, les postures ont bougé, mais le système derrière a encore assez peu bougé. Alors, quelle piste, nous, on a mis en avant? D'abord, ce que je vous ai dit tout à l'heure, penser en 3D
la localisation. Parce que sinon, si on pense que financement, voilà ce qui se passe. Il y a une espèce de cercle que vous voyez devant vous, qui est de dire il faudrait renforcer les acteurs locaux, c'est important, mais ce renforcement passe par la question du financement, donc il faudrait du financement direct. Mais les partenaires locaux sont pour l'instant trop faibles, nos partenaires sont pour l'instant trop faibles pour assurer le portage des projets face aux exigences, donc pour l'instant on ne peut pas le faire. Et donc on reste des garants, mais il faudrait quand même le faire, mais pour l'instant on ne peut pas le faire. Et puis ça tourne comme ça, parce qu'on pense uniquement à la question financement de projet, et on ne sort pas de cette manière d'aborder la localisation. On en sort, je caricature, en réalité il y a plein de projets, de programmes de renforcement de capacité qui pensent autrement les choses. Mais globalement, quand on regarde la manière de penser les projets de développement, on a du mal à le penser, et notamment parce que quand on fait du renforcement de capacité, souvent, on renforce les capacités en lien avec l'exécution du projet, et pas forcément les capacités de la structure à devenir un interlocuteur. Et donc, ça change beaucoup la donne. Est-ce qu'on est en train de renforcer l'acteur en général à devenir un acteur autonome et à pouvoir prendre en charge des projets directement, ou est-ce qu'on renforce sa capacité à exécuter des activités en tant que partenaire, un peu pas opérateur, mais en tout cas d'exécution des projets. Donc penser en 3D pour éviter ce cercle-là dans lequel on est beaucoup quand on parle de localisation. Et puis, une autre chose qui est de dire, alors là, ça peut être un peu brutal, mais c'est comme ça qu'on a voulu le présenter, c'est de dire les ONG internationales et beaucoup d'acteurs de solidarité internationale, ils fondent leur légitimité sur la maîtrise ou le contrôle de certains éléments. Le fait de pouvoir maîtriser l'accès au financement, de pouvoir maîtriser l'expertise ou une partie de l'expertise, et de pouvoir maîtriser la visibilité et l'influence. Alors, ce n'est pas forcément des stratégies conscientes, mais ça reste le cœur de leur valeur ajoutée, cette maîtrise-là. Et ce que pose comme question la localisation, et ce que vient attaquer aussi la crise du Covid, c'est le fait de passer de la maîtrise à la complémentarité. Comment est-ce qu'on passe de la maîtrise de l'accès au financement à une logique de co-responsabilité, co-signature des projets, et donc co-accès au financement? Comment on passe de la maîtrise de l'expertise à une logique de gestion de connaissances, promotion de l'échange et de l'expertise, de l'expérience entre partenaires? Comment on passe de la maîtrise de la visibilité à une logique de réseau, d'influence, de mobilisation collective, de visibilité partagée? Ce n'est pas du tout évident. Ça a l'air d'être... C'est des mots qu'on connaît, et on se dit qu'évidemment, il faut aller vers la partie droite de la slide, mais en fait, ce n'est pas du tout évident, parce que le modèle, et même le modèle économique de beaucoup de ces acteurs, il est quand même construit sur un accès à des financements, une expertise, une visibilité particulière. Et donc, ça met en cause beaucoup de dimensions de ces ONG, de ces acteurs internationaux que j'ai mis à droite. Ça met en cause le modèle économique, la gouvernance, les métiers, etc. Voilà. Donc, je m'arrête là parce que j'ai été beaucoup trop long. Juste une chose pour la dernière slide, je savais que je n'aurais pas le temps, c'est qu'on a essayé de travailler sur le repositionnement des acteurs de la solidarité internationale dans la perspective d'un monde localisé en 2030. Comment est-ce qu'on pourrait trouver notre place dans un monde beaucoup plus localisé, dans lequel donc les partenaires auraient accès à beaucoup plus de financements internationaux en direct? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir, nous, comme valeur ajoutée pour s'y retrouver, être dans une forme de complémentarité intéressante? Je ne vais pas aller dans cette liste en détail, mais on en reparlera si vous voulez. Merci beaucoup. Pour illustrer votre propos, avant de passer au temps de questions-réponses, je vais laisser Olga Cabana Banza qui représente le CPCF Congo. Ok, merci beaucoup. En fait, le programme Concerté Pluriacteurs Congo, comme vous le savez, c'est un programme de coopération du ministère français des Affaires étrangères, et il se mène dans plusieurs pays. Au Congo, il a démarré depuis 2008. Il concerne, en fait, je disais, le programme est au Congo depuis 2008, a démarré au Congo depuis 2008. Et dans la phase actuelle, qui est la phase qu'on appelle la phase d'envol, la dernière phase, en fait, de mise en œuvre du PCPA Congo, l'ambition des membres du programme, donc la vision que sont dans le dialogue avec les pouvoirs publics. Vous m'entendez toujours? Oui. Ok. Oui, oui. Ok. Et donc, l'objectif global et général du programme, c'est de contribuer au renforcement de la société civile congolaise, engagée dans la lutte contre les inégalités et la pauvreté, et de sa reconnaissance
et de sa capacité de dialogue avec les pouvoirs publics. Le premier, c'est de renforcer les capacités collectives d'action et de dialogue des organisations de la société civile avec les pouvoirs publics. Et le second, c'est de créer des conditions de pérennisation de la dynamique qui a été démarrée par le PCPA Congo. Donc, dans la phase actuelle, nous sommes en train de réfléchir sur la consolidation de l'ensemble des actions de renforcement, d'accompagnement et de mise en réseau. Aujourd'hui, les principaux résultats que nous avons obtenus, c'est que nous avons 15 dynamiques collectives qui sont en train d'être accompagnées, qui sont à la fois des dynamiques nationales et des dynamiques locales. Donc, il y a 10 dynamiques locales qui sont accompagnées, donc c'est-à-dire qui sont dans différents territoires du Congo, dans différents départements du Congo. Et nous avons 5 dynamiques nationales qui participent également à la mise en œuvre des activités et sur des thématiques vraiment diverses et variées. Mais il faut retenir que la plupart des dynamiques locales ont plutôt trait à des actions, je dirais, d'accompagnement ou de soutien à des groupes vulnérables particuliers. En termes de résultats aussi, nous avons 19 projets que nous sommes en train de financer. Et parmi ces projets, je dirais que 68% de ces projets concernent encore l'accompagnement des groupes vulnérables, c'est-à-dire des personnes les plus marginalisées et les personnes les plus vulnérables de la société. Aujourd'hui, nous avons également réfléchi sur la mise en place d'un groupe de travail qui cherche des solutions, des approches de solutions pour qu'à la fin du programme, il reste les acquis du programme qui soient partagés encore avec un certain nombre de membres de la société civile pour justement à la fois partager les acquis, mais partager également les bonnes pratiques qui ont été développées par le programme et les résultats, bien entendu, qui ont été également développés par le programme. L'un des résultats du programme aussi, c'est l'incitation du travailler ensemble. Pour nous, c'est devenu presque un slogan. Toutes les actions qui se mènent par les membres du programme se mènent en concertation et en consortium, soit entre deux associations membres du programme ou pas, ou avec des pouvoirs publics directement. Et notamment sur la question des groupes vulnérables, toutes ces questions des groupes vulnérables sont résolues avec ou en concertation avec les pouvoirs publics de proximité qui sont dans les différents territoires. La question de la participation du PCPA Congo à l'évolution de la coopération internationale. Il faut dire que tout à l'heure, on était en train de parler, enfin, j'ai écouté Martin Viellajus évoquer la question de la localisation de l'aide. Et effectivement, au niveau du programme, on incite les membres à travailler ensemble. On incite la coopération entre les organisations françaises qui sont membres du programme et les organisations congolaises, mais aussi entre les collectivités locales membres du programme et d'autres qui peuvent être à travers le monde. Et parmi les collaborations que nous avons suscitées, il y a par exemple une ONG française qu'on appelle Essor, qui aujourd'hui a tissé à travers le programme des partenariats au Congo et mène aujourd'hui des activités au Congo grâce à ces différents partenariats qui ont pu être réalisés grâce au soutien et à l'accompagnement du programme. Il y a également d'autres partenaires traditionnels qui existent entre les membres du programme, que ce soit l'apprenti d'Auteuil avec le REIPER, c'est un réseau qui s'occupe des enfants en difficulté. Il y a également Initiative Développement, qui travaille souvent avec la Fondation Nyosi. Il y a le DEFAP, qui travaille avec les associations autour de l'Église évangélique du Congo. Mais nous avons également suscité la participation des organisations congolaises à des échanges internationaux, que ce soit avec un réseau des personnes vivant avec handicap en Tunisie, que ce soit avec Civicus en Afrique du Sud, que ce soit avec un réseau au Togo. Donc, nous sommes dans l'accompagnement de nos membres au renforcement de leurs capacités en interne au Congo, mais également à l'externe pour faire connaître à la fois la société civile congolaise, mais aussi tisser des partenariats avec ses partenaires internationaux. Le programme a aussi été impacté, ou les activités du programme ont été aussi impactées par la COVID-19.
Tout à l'heure, on a entendu les différentes répercussions aujourd'hui à travers le monde. Et j'ai bien aimé l'intervention de Martin Viella-Just lorsqu'il disait que, en fait, comment je dirais, de l'ampleur que est en train de prendre aujourd'hui la COVID-19 est née de nouvelles formes de collaboration et de travail. Aujourd'hui, de plus en plus, que ce soit nous au niveau du PCPA Congo, parce que depuis octobre 2019, nous n'avons plus tenu des réunions physiques de comité de pilotage. Mais tous les échanges et toutes les réunions que nous faisons, c'est à travers Skype, ce sont des échanges téléphoniques, que ce soit pour le... On a perdu Olga, mais elle était en direct du Congo et elle avait prévenu qu'elle avait une assez mauvaise connexion. On va passer aux questions sur l'intervention de Martin Viella-Just. Donc, moi, j'avais déjà une question sur la localisation de l'aide. Donc, il reste à peu près une dizaine de minutes pour les questions. La localisation de l'aide dont vous parlez et l'étude que vous avez menée, est-ce que vous avez pris en compte les acteurs de développement, puisque nous, on regroupe beaucoup d'acteurs qui sont des porteurs de micro-projets. Et il me semble, en vous écoutant, que les porteurs de micro-projets sont déjà bien avancés dans cette localisation de l'aide, puisqu'ils vont chercher au plus près du terrain. Ils sont vraiment aux côtés de leurs partenaires qu'ils forment. Est-ce qu'ils ont encore des avancées à faire? Où est-ce qu'ils en sont un peu dans ce débat sur la localisation des porteurs de micro-projets de coopération internationale? C'est mieux. La première partie de votre question sur est-ce que ça inclut les acteurs de développement, ça rejoint la question de Patrick Peigné sur le fait qu'effectivement, c'est un débat qui a été lancé par les ONG d'urgence. Le Grand Bargain, pardon, de 2016, c'est l'humanitaire. Et c'est intéressant de voir que ça a été ensuite, c'est rentré ensuite dans le débat des ONG de développement. Donc, dans notre étude, on a pris en compte des projets de développement et des projets plus humanitaires. Donc, on avait vraiment des projets purement développement, puis des projets, on est parti sur le Burkina Faso et le Bangladesh, et donc il y avait des projets vraiment très urgence, puis des projets très développement. Et en fait, c'est intéressant de voir qu'effectivement, ça ne se pose pas du tout de la même manière dans les deux contextes. Ce n'est pas du tout le même débat qui est mené. Donc, je vous montrerai, si j'ai une minute, on a essayé de travailler sur les variables. Qu'est-ce qui définit comment on pense la localisation? Donc, vous l'avez peut-être vu passer en une seconde sur le PowerPoint, mais éventuellement, je le repartagerai. Et sur la question de... mais nous, on accompagne beaucoup de micro-projets, donc on est déjà très localisé. Pas forcément. Ce n'est pas parce que vous êtes... la localisation, ce n'est pas une question d'échelle de projet. C'est une question de dynamique partenariale. Vous pouvez être sur du projet très petit et être encore dans une dynamique partenariale dans laquelle l'acteur français a les fonds, garde une grande partie de la décision, garde une grande partie de la visibilité vis-à-vis des autres bailleurs. Et donc, ce n'est pas forcément l'échelle du projet qui change quelque chose. Pour autant, je me fais un peu l'avocat parce que pour autant, on voit bien que sur des projets assez petits, il y a plus de facilité à avoir accès à des enveloppes locales, des enveloppes de financement locales. Et il y a souvent une dynamique de collaboration qui est plus étroite, plus inclusive des partenaires, etc. Donc, c'est vrai. Mais ce n'est pas le local, c'est pas le fait d'être sur du micro-projet qui rend localisé, en fait, si vous voulez. Je ne vous entends pas. Hop, d'accord, merci. C'est vrai que ça vient à l'esprit puisque tout ce que vous nous disiez en termes de au plus près du terrain, vraiment le travail partenarial, la demande qui émerge, puisque eux, voilà, ils se basent souvent sur ces paradigmes-là. Donc, on pourrait penser qu'ils sont plus avancés sur cette thématique-là. Est-ce qu'on voit une différence de perception importante selon les contextes d'intervention? Dans la localisation de l'aide, c'est des contextes d'urgence ou de développement, par exemple? Oui, complètement. Donc, ça revient à la question précédente. Peut-être je vais le partager en 2 secondes ce que je voulais vous montrer. Si vous le voyez ici. Est-ce que vous le voyez? Oui. En fait, si vous voulez, ce qu'on a essayé de montrer, c'est que penser la localisation, ça nécessite de réfléchir à plein de choses. D'abord, dans quel contexte je suis? Est-ce qu'il y a une société civile forte dans le pays, donc qui est capable de justement poser ce débat sur la localisation, devenir des partenaires solides des bailleurs, etc. Est-ce qu'on est dans un contexte politique d'ouverture à l'aide internationale ou au contraire de fermeture aux ONG étrangères, aux acteurs étrangers de la solidarité?
Est-ce qu'on est sur et donc c'est là je reviens sur votre question, est-ce qu'on est sur un projet court ou un projet de long terme? Est-ce que dans les projets courts, il y a toujours cette tendance à aller au plus rapide pour pouvoir être au plus efficace, donc de court-circuiter une partie des acteurs de terrain et de ne pas avoir le temps de construire des relations de long terme avec les acteurs de terrain. Donc ça pose la question aussi de quel est le niveau d'expertise qui est mobilisé. Est-ce qu'il y a une expertise extrêmement pointue qui est mobilisée, qui nécessite qu'un acteur international avec cette expertise ait la légitimité d'intervenir en direct? Et puis, quelle est la nature du partenariat local? Est-ce qu'on est dans un partenariat ancien? Donc, en fait, il y a plein de variables, dont la question de est-ce qu'on est dans un contexte plutôt d'urgence ou de développement, là, qui se pose pour voir comment on détermine la localisation, comment est-ce qu'elle se passe à cet endroit-là pour ces acteurs-là. J'arrête le partage. Vous pouvez continuer parce qu'on a une question sur l'efficacité des deux démarches. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de repartager votre écran. Je pense que c'était sur la localisation d'un point de vue politique et de l'autre côté d'un point de vue économique. Quelqu'un nous demande s'il y a une vision sur l'efficacité des deux démarches dans la durée. S'il y en a une qui fonctionne mieux que l'autre, si elles sont complémentaires ou... Ben, je ne le poserai pas forcément en termes d'efficacité, c'est-à-dire que c'est deux façons d'aborder le secteur. C'est plus philosophique, c'est-à-dire que c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on veut localiser. Je ne peux pas vraiment le résumer en termes d'efficacité de démarche. Ce n'est pas forcément des démarches, c'est une vision de qu'est-ce qui fait qu'on rentre dans ce débat sur la localisation. Donc l'envie d'avoir une approche désintermédiée pour couper les coûts de transactions et être au plus près, etc. Et là, vous avez beaucoup d'acteurs anglo-saxons, par exemple, beaucoup de nouvelles plateformes qui arrivent et qui disent aujourd'hui, choisissez parmi les projets, vous avez Global Giving, Charity Water, regardez ces plateformes anglo-saxonnes où vous choisissez votre projet et vous donnez directement et on vous affirme que 100% de ce que vous donnez va aller au projet et que donc c'est une forme de localisation, c'est-à-dire c'est de dire, vous voyez, il n'y a aucun coût de transaction nulle part. Donc, parce qu'il y a besoin de personne, il n'y a besoin d'aucun intermédiaire. Et donc, c'est une vision, mais qui est une vision qui est intéressante et qui pose question en termes de ce qu'on a dit tout à l'heure, de solidarité entre acteurs de la société civile. Et l'autre, la vision, c'est une vision plus politique de renversement du pouvoir. Je ne peux pas vraiment vous dire qu'est-ce qui est le plus efficace, c'est deux logiques d'argumentaire. En fait. Deux logiques différentes. Et il y a une logique qui repose beaucoup sur le renforcement des acteurs locaux, et ce sera une des dernières questions. S'il n'y en a pas plus, là, il y en a une, donc je vais vous la poser. Cela se pose-t-il pas aussi en termes de capacité de l'acteur local à prendre en charge progressivement son projet? Parce que tout repose un peu sur la formation aussi de ces acteurs. Donc, comment est-ce qu'on engage ça? Tout à fait. C'est vraiment exactement pour ça qu'on a essayé de montrer que la localisation avait plusieurs pieds et qu'elle avait notamment un pied sur les acteurs et leur capacité et leur visibilité dans les projets, des acteurs locaux. Que si on ne raisonne que par le financement, en fait, on ne résout pas la question de... et c'est beaucoup ce que les acteurs locaux ont dit à la suite du sommet de 2016. Ils ont dit, attendez, on ne peut pas raisonner juste en fonction du financement parce qu'on va tourner en rond, comme je vous disais là. Et donc, il faut qu'on raisonne en termes de, par exemple, de capacité des acteurs locaux à recevoir du core funding, c'est-à-dire du financement sur la structure et pas sur du projet uniquement. Donc, de pouvoir, ce qu'on peut avoir pour des ONG françaises, donc c'est de dire il faut qu'on soit renforcé et il faut qu'on soit financé dans notre fonctionnement. Et on ne peut pas uniquement réfléchir en termes de financement, de lignes de financement projet qui nous irait directement, parce que ça ne résout pas seul la localisation, d'où cette logique de 3D. Et puis, il y avait une question que j'ai vu passer qui était intéressante, qui est de dire oui, mais est-ce que les bailleurs internationaux ne sont pas réticents à gérer beaucoup de conventions et que ce n'est pas une des raisons pour lesquelles une barrière à la localisation? C'est sûr qu'il y a une tension chez les bailleurs entre un discours sur on veut être au plus près des acteurs locaux et on veut les soutenir, et le fait d'aller vers des projets de plus en plus gros, des enveloppes de projets de plus en plus importantes et des exigences. Et donc, il y a une tension qui n'est pas résolue à l'intérieur même des réflexions des bailleurs là-dessus, et que c'est l'une des barrières. Mais ce qu'on voit, ce qui est intéressant dans le débat, c'est que chaque acteur a tendance à remettre la faute sur un autre. C'est-à-dire que les ONG remettent beaucoup la faute sur les bailleurs en disant que c'est leur cadre qui ne fonctionne pas, qui ne permettent pas ça.
Les acteurs locaux mettent beaucoup la faute sur les ONG internationales en disant elles veulent garder la maîtrise en partie. Donc chacun se renvoie un peu la balle. Et c'est plutôt une question de système de l'aide qu'une question de responsabilité d'un acteur ou l'autre. D'accord. Alors, il y avait une personne qui levait la main. On a récupéré Olga du Congo. Je ne sais pas si elle veut dire un mot de conclusion. Il faudra allumer le micro, Olga. En attendant, donc Astrid a levé la main. Donc, je vais prendre la question d'Astrid et je vais lui permettre de parler. Allez-y, Astrid, activez votre micro et posez la dernière question. Oui, merci pour ces débats qui sont toujours passionnants parce que ça permet vraiment de mettre en perspective. Moi, je travaille dans un collectif, dans un réseau d'associations, de syndicats, de collectivités territoriales au niveau national en France. En fait, c'est plutôt un commentaire. Je n'ai pas une question en particulier, mais il est vrai que l'évolution des pratiques, c'est quelque chose qui nous traverse tous. Et on voit bien que c'est un cheminement et que personne n'a des réponses toutes faites. Et que, en fait, je trouve que d'aller vers un fonctionnement qui est plus en réseau, où chacun a une place en fonction de sa complémentarité, est vraiment un modèle qu'il faudrait qu'on suive beaucoup plus. Donc, de dépasser un mode projet pour travailler plus en réseau. Voilà. Merci. Merci Astrid. Un exemple de réseau, c'est le CPCA Congo. Je vais y arriver. Olga a récupéré son micro. Olga, si vous souhaitez conclure cette présentation pour le CPCA, vous êtes la bienvenue. Oui, en fait, la conclusion que je voudrais partager, c'est de dire que nous sommes en train de travailler sur la mise en place justement de synergies un peu plus, comment je dirais, un peu plus abouties, puisque nous avons l'habitude depuis 2008 de demander à nos membres de travailler à deux, trois, à plusieurs, justement, comme disait Astrid, la mise en réseau. Et donc là, nous sommes sur une mise en réseau qui, je pense, sera beaucoup plus porteuse parce que il y a d'abord une connaissance mutuelle, mais aussi il y a des sujets communs sur lesquels ou des combats en fait qui sont partagés par les uns et les autres pour pouvoir faire avancer en fait la réflexion et les plaidoyers futurs, quoi. Je pense que ce n'est qu'ainsi qu'on pourra vraiment évoluer et faire évoluer les réflexions sur l'aide et surtout sur la pertinence justement de la localisation de l'aide. Et alors justement, j'ai une question pour vous deux. C'est plutôt une remarque qui apparaît dans le chat. C'est justement le système de l'aide ne pose-t-il pas la question de la reconnaissance des acteurs locaux et de ce fait, le terme d'aide en soi n'est-il pas problématique? Donc voilà, ce sera peut-être la conclusion. On va laisser Olga commencer, puis Martin. Et donc je vous pose la question, que pensez de cette terminologie-là? Oui, mais ça, c'est maintenant un problème de, comment je dirais, c'est maintenant un problème grammatical. Mais je pense que quand on dit aide, ça veut dire qu'il y a forcément un endroit où est collectée une certaine somme, où les fonds sont collectés, où les fonds sont, d'origine des fonds. Il y a forcément ce sens, que ce soit du nord au sud ou du sud au nord. Il y a forcément une relation, un rapport, oui, peut-être rapport de force, mais bon, du moins, il y a une origine des fonds et c'est pour ça qu'on appelle ça de l'aide. Mais ça peut être carrément appelé autrement. Mais en fait, ce n'est pas tant le terme qui pose problème, à mon avis. C'est le sens qu'on donnera à ce contenu, ou le contenu qu'on donnera à cette aide qui est pour moi déterminant. Parce qu'une subvention, c'est une aide, mais ce n'est pas à rembourser, ce n'est pas un prêt. Et l'utilisation aussi dépend de ceux qui ont accès à ça. Mais au niveau religieux aussi, il y a des aides qui sont fournies par des églises du Nord, aux églises du Sud, etc. Mais ce n'est pas forcément dans le sens de quémander ou de tendre la main. Il y a aussi une volonté de certains de partager à d'autres, de faire évoluer les autres, de développer les autres, sans pour autant attendre quelque chose en retour. Donc, c'est quel contenu on met dans ce vocable-là. Et justement, la transformation des méthodologies en localisant de plus en plus les projets peut permettre de renverser cela. Martin, voulez-vous ajouter quelque chose à cette remarque?
Pour conclure, moi, oui, c'est un terme c'est un vieux mot qui pose beaucoup de problèmes, je trouve, effectivement, et qui pose une asymétrie, qui pose énormément de... Donc, on tourne autour, il y a beaucoup de débats, même au sein des bailleurs, pour savoir comment le reformuler, mais le mot ONG aussi on a essayé plusieurs fois d'en trouver un autre, et puis il reste. Donc, les mots restent, et en fait, le mot reste tant que le système tel qu'il est construit reste. Donc, je pense que les mots s'accrochent tant qu'ils représentent quelque chose qui est encore une réalité des relations, je pense. Et puis juste un mot de conclusion aussi, c'est-à-dire que je réponds à une des questions de Mathilde Béziot sur le fait que certains gouvernements utilisent le mot localisation pour mettre en avant la promotion de leurs acteurs locaux. Et est-ce que ça fait avancer le débat? Ça fait avancer le débat et en même temps, il y a un gros danger, et je ne l'ai pas évoqué, mais c'est vraiment important, c'est qu'en fait, il y a la localisation et il y a la nationalisation de l'aide. Nationalisation, c'est de dire on va interdire, on va verrouiller, on va interdire l'accès aux ONG internationales, faire en sorte qu'elles ne puissent pas accéder aux espaces. Et en fait, derrière l'argumentaire localisation, renforcement des acteurs locaux, c'est aussi un outil de verrouillage politique des sociétés civiles. C'est aussi un outil de restriction de l'espace civique dans les pays. Donc, il y a un danger parce qu'en fait, il y a un court-circuitage de deux débats, la question de la promotion des sociétés civiles locales et puis la question de la nationalisation, les verrous qui se ferment pour des collaborations de société civile à la société civile. Et du coup, les discours de nationalisation, localisation de pas mal de pays sont assez ambigus. Donc, je trouve qu'il faut faire attention dans ce débat à la compréhension de ce que disent les gouvernements là-dessus.